Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans ce module de Management 2 dédié aux théories des organisations. Nous abordons le premier chapitre qui s'intitule École classique. Le plan de ma présentation il est conçu en introduction générale relative au contexte d'émergence de l'école classique. Ensuite, nous avons 4 sections. La première section est dédiée à Taylor et l'organisation scientifique du travail. On enchaînera sur Henry Ford et le Fordisme, section 2. La section 3, Fayol et l'organisation administrative du travail. Enfin, la dernière section 4, Max Weber et l'organisation bureaucratique. Le contexte d'émergence de l'école classique. Il faut dire que le courant de pensée classique est né dans un contexte de deuxième révolution industrielle qui a eu lieu entre 1870 et 1945. Cette révolution qui était caractérisée par un progrès technique énorme, pratiquement dans tous les domaines, notamment après l'introduction de la machine. Ceci a permis le passage d'un mode de production artisanal à un mode de production industrielle caractérisé par une augmentation de la production, des échanges et des besoins. Malgré le progrès technique réalisé dans l'industrie, on s'est trouvé confronté à un problème de qualification de la main-d'œuvre, puisque les ouvriers n'avaient aucune formation technique. Ils se sont formés ou ils étaient formés uniquement dans les ateliers. Face à cette problématique, un ensemble d'auteurs se sont penchés sur une réflexion comment réorganiser le travail après l'introduction de la machine. Parmi les auteurs les plus célèbres, Frederick Taylor, l'ingénieur américain. Dans ce qui suit, nous présentons les différents auteurs de l'école classique. Les principaux auteurs de l'école classique. Il y a d'abord l'ingénieur américain Frederick Taylor, 1856-1915, qui est considéré comme étant le père du management scientifique. L'ingénieur français Henri Fayol, 1841-1925, qui est considéré comme étant le père du management administratif. Le sociologue allemand Max Weber, 1864-1920, qui a travaillé sur l'organisation bureaucratique du travail. Et enfin, l'industriel américain, 1863-1947, qui a appliqué les principes du Taylorisme dans les usines Ford. Il est très réputé pour ses principes, notamment le principe du travail à la chaîne. Si on examine les périodes pendant lesquelles les 4 auteurs ils ont survécu, on voit qu'ils sont de la même génération et c'est ce qui rejoint l'ère de la révolution ou la deuxième révolution industrielle qui a eu lieu entre 1870 et 1945. Taylor et l'organisation scientifique du travail. Nous commençons par revenir sur la biographie de l'auteur, le fondateur de ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail ou le management scientifique du travail. Frederick Taylor, un ingénieur américain, promoteur le plus connu de l'organisation scientifique du travail. Celle-ci a trouvé un domaine d'application dans le cadre de la deuxième révolution industrielle au début du XXe siècle. Il est considéré comme étant le père fondateur de l'école du management scientifique. Ses principaux ouvrages, Shop Management 1906 et un ouvrage très connu, Les principes de la direction scientifique.
Les constats de départ de Taylor. Taylor, qui avait travaillé dans les ateliers en tant qu'ouvrier, promu ensuite au grade d'ingénieur après avoir fait une formation, il est parti d'une constatation du terrain où, dans les ateliers là où il travaillait, il a constaté les faits suivants. Que les ouvriers ne travaillent ni de manière efficace, ni de manière productive, c'est-à-dire ils font un peu le travail n'importe comment. Les ouvriers passent beaucoup de temps pendant le travail et font des gestes inutiles, c'est-à-dire il y a beaucoup de temps mort. Les ouvriers ne se concentrent pas dans l'exécution des tâches. Pour opposer la lutte contre la flânerie dans le travail. Les ouvriers sont naturellement paresseux, ils doivent être soumis à une supervision et un contrôle très strict. Proposer une supervision directe par des contremaîtres. Le seul moyen de motiver les ouvriers est de proposer une rémunération à la tâche ou à la pièce. C'est-à-dire, l'ouvrier sera rémunéré en fonction du travail fourni. Il propose les solutions suivantes. Éliminer les gestes inutiles, lutter contre la flânerie dans le travail, par une réorganisation du travail, mesurer le temps d'exécution des tâches, c'est-à-dire l'ouvrier sera payé en fonction du temps d'exécution de la tâche, rationaliser l'ordre des opérations, réorganiser le travail et lutter contre le temps mort. Pour cela, il va proposer 4 principes connus sous les principes de l'organisation scientifique du travail. Les principes de l'organisation scientifique du travail, il y a 4 principes. Le premier principe, c'est le principe de la division verticale du travail, ou la séparation entre le travail d'exécution qui est fait par les ouvriers et le travail de conception qui est fait par les ingénieurs. En quelque sorte, c'est la séparation entre l'école bleue et l'école blanc. Pour Taylor, ce principe va inciter à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ou the right man on the right place, la meilleure personne à la bonne place. Il propose pour cela une séparation entre les ingénieurs et les ouvriers, les ingénieurs qui font le travail de conception, les ouvriers qui ne font qu'exécuter le travail, exécuter les tâches. À côté de cela, il y a une ligne intermédiaire qui est composée de contrôleurs, ce qu'ils appellent les contremaîtres, qui contrôlent les gestes des ouvriers. Le deuxième principe de l'organisation scientifique du travail, c'est la division horizontale du travail. C'est en quelque sorte la division ou la décomposition du travail en tâches élémentaires, ou ce qu'on appelle la partialisation des tâches. Comme on voit sur ce schéma, on a un travail qui est décomposé en 4 tâches. Par exemple, l'ouvrier 1 va faire la tâche T1, l'ouvrier 2 va faire la tâche T2, l'ouvrier 3 va faire la tâche T3 et l'ouvrier 4 va faire la tâche T4. C'est-à-dire, un ouvrier met une pièce, l'autre pose un boulon, l'autre pose un écrou et un autre encore serre l'écrou. Donc, 4 tâches. Pratiquement, on voit que l'ouvrier est égal à une tâche et une seule. Pour Frédéric Taylor, cette décomposition du travail ou cette manière de faire ce travail est la meilleure façon de faire, ou ce qu'il appelle the one best way. La partialisation des tâches ou la décomposition des tâches va donner naissance à ce qu'on appelle le travail à la chaîne, qui va être appliqué dès 1913
dans les usines fortes. Cependant, le travail à la chaîne va contraindre l'homme à suivre le rythme de la machine. Il en résulte un mouvement général de déshumanisation, de déqualification et d'aliénation des ouvriers. En quelque sorte, l'homme est considéré comme une machine, ni plus ni moins. Un homme donc sans âme et sans cœur. Et ce sont les inconvénients ou l'un des inconvénients du taylorisme, c'est-à-dire d'avoir considéré l'homme comme une machine. Le troisième principe de l'organisation scientifique du travail, c'est le principe du salaire au rendement. La seule manière de motiver le travailleur, c'est l'augmentation du salaire. L'ouvrier sera rémunéré en fonction du temps d'exécution de la tâche. Pour Frédéric Taylor, le salaire au rendement permet de lutter contre les temps morts qui résultent d'une mauvaise organisation ou la tendance spontanée des travailleurs à choisir leur propre rythme. Quatrième principe de l'organisation scientifique du travail. Le contrôle ou le principe du contrôle et de la coordination du travail dans les ateliers. Pour Frédéric Taylor, il faut instaurer un système de contrôle du travail par l'intermédiaire des contremaîtres qui vont contrôler les gestes des ouvriers. Selon Taylor, l'ouvrier doit avoir autant de chefs spécialisés que l'on peut distinguer de fonctions différentes impliquées dans par son travail. C'est-à-dire, l'ouvrier est contrôlé par plusieurs chefs hiérarchiques. Un pour son rythme de fabrication, un pour ses outils, un pour ses affectations, etc. Sur le schéma suivant, nous distinguons qu'il y a exactement 7 contremaîtres qui vont contrôler ou superviser de manière directe le travail des ouvriers. Il y a la paix, un contremaître pour la paix, pour le calcul du temps, pour la discipline, un autre pour le lancement, le réglage, l'entretien et la qualité. Il y a exactement 7 contremaîtres qui vont contrôler ou superviser de manière très directe le travail des ouvriers. Nous constatons que l'ouvrier est soumis à l'autorité de plusieurs chefs en même temps. Et c'est la différence essentielle par rapport à d'autres auteurs qui préconisent un système d'unicité de contrôle. Et voilà. Les limites de l'organisation scientifique du travail. Même si l'organisation scientifique de travail de Taylor a permis une augmentation ou une réorganisation du travail d'abord et une augmentation de la production, il y a quand même quelques limites qu'il ne faut pas négliger. L'augmentation de la quantité ou de la production, mais il y a toujours un problème de malfaçon ou un problème de qualité. Le travail était démotivant, monotone, et l'ouvrier est appelé à faire des gestes simples et répétitifs. L'augmentation du nombre des accidents dans le travail qui résulte en fait de la division horizontale du travail ou le travail à la chaîne, puisqu'elle contraint l'homme à suivre le rythme de la machine. L'absence de formation des ouvriers. Les ouvriers sont formés uniquement dans le tas et ils faisaient des gestes simples. Le taux d'absentéisme élevé qui a été constaté et des conflits récurrents entre les ouvriers et leurs chefs hiérarchiques, c'est-à-dire les contremaîtres. Ceci va donner
ces limites vont donner naissance à une autre école, on verra en chapitre 2, c'est l'école des relations humaines, qui va se focaliser beaucoup plus sur l'homme en tant que personne. Henry Ford et le Fordisme. Henry Ford, né en 1863, mort en 1947, c'est un industriel américain, il est le fondateur de la Ford Motor Company. Henry Ford va chercher à rationaliser l'organisation de la production en reprenant les principes de Taylor, notamment le principe sur la division horizontale du travail et le principe de la motivation des ouvriers par les hauts salaires. Les objectifs du Fordisme. Réduire les coûts de production, augmenter la productivité des ouvriers, motiver les ouvriers, limiter le turnover, rendre la voiture Ford un produit de masse, un produit accessible à une large majorité, en particulier les ouvriers. Henry Ford va énoncer 3 principes célèbres. Le premier principe, c'est le travail à la chaîne. Le deuxième principe, c'est la standardisation des produits. Et le troisième principe, c'est la motivation des ouvriers par les hauts salaires. Dans la suite, nous présenterons en détail les 3 principes du Fordisme. Principe du Fordisme. Le premier principe, c'est le principe du travail à la chaîne. Ce principe résulte de la division horizontale du travail chez Taylor. La production est organisée en continu grâce à un système de convoyeurs. Le produit se déplace sur une chaîne de montage, mais la position de l'ouvrier est fixe. Comme nous pouvons le voir sur la photo de droite, la ligne d'assemblage Ford en 1913, la position des ouvriers est fixe, c'est le produit qui se déplace sur la chaîne de montage. À titre d'exemple, un ouvrier met une pièce, l'autre pose un boulon, l'autre pose un écrou, et un autre encore serre l'écrou. Le travail à la chaîne permet une augmentation significative de la production. On atteint ce qu'on appelle la production de masse. Cependant, il présente un inconvénient majeur, c'est que la chaîne contraint l'homme à suivre le rythme de la machine. Deuxième principe du Fordisme, c'est le principe de la standardisation des produits. On va produire un seul modèle de voiture T avec une seule couleur noire en grande série pour réaliser des économies d'échelle. Ce qui a permis une réduction du temps de production en passant de 12h30 par voiture à 93 minutes par voiture. Il en résulte une réduction significative des coûts et donc une baisse des prix de la voiture T. On est passé de $850 à $260 en quelques années, ce qui a permis de rendre la voiture T un produit de masse. Troisième principe du Fordisme, c'est le principe de la politique des hauts salaires. Henry Ford va augmenter le salaire des ouvriers, $5 par jour contre 2 ou 3 pour des journées plus longues auparavant. Ceci a pour conséquence d'éviter les départs des ouvriers qui ont accru avec l'apparition du travail à la chaîne répété très dur et de stimuler la demande des ouvriers par une augmentation de la consommation. En particulier, les ouvriers deviennent des clients. On va augmenter le salaire des ouvriers pour qu'ils achètent des voitures. C'est ce qu'on appelle l'effet retour. Les critiques du Taylorisme et du Fordisme. Le Taylorisme a permis une augmentation de la production.
Le Fordisme a permis une augmentation de la consommation. Il en résulte une régulation entre la production et la consommation, ce qui a donné naissance à une forte croissance et une amélioration du niveau de vie des pays développés durant les 30 glorieuses de 1945 à 1975. Cependant, il faut noter que le taylorisme et le fordisme étaient basés essentiellement sur la division du travail, particulièrement la division horizontale du travail qui a donné naissance au travail à la chaîne. Et la chaîne contraint l'ouvrier ou l'homme à adopter le rythme de la machine. Il en résulte un mouvement général de déshumanisation et de déqualification et d'aliénation des ouvriers. Pour s'en apercevoir, je vous conseille de regarder le film Les temps modernes de Charlie Chaplin sur le taylorisme et le fordisme. Il est porteur de leçons. C'est vrai, il est comique, mais il est porteur de leçons. Je vous remercie. Fayol et l'administration administrative du travail. Henri Fayol, un ingénieur français. Il a fait toute sa carrière au sein d'une entreprise française. Quand il y rentre, c'est une société au bord de la faillite. Il contribue à la relever et devient directeur général en 1988. Durant toute sa carrière professionnelle jusqu'en 1918, il a développé sa théorie de l'administration de l'entreprise. Il a publié un ouvrage majeur en 1916 intitulé L'administration industrielle et générale. Fayol est considéré comme l'un des pionniers de la gestion d'entreprise et l'un des précurseurs du management. Dans la suite, nous allons présenter les principales contributions de l'ingénieur français Henri Fayol. Fayol reconnaît 6 fonctions pour l'entreprise. La fonction technique, qui est chargée de la production, la transformation et la fabrication. La fonction commerciale, achat, vente. La fonction financière pour l'optimisation des ressources financières. La fonction sécurité, sécurisation du personnel et des biens. La fonction comptable, qui est chargé du versement des salaires, le bilan, l'analyse des coûts et toutes les données statistiques. Et enfin, la fonction administrative, qui est chargée de la planification, l'organisation, le commandement, la coordination et le contrôle. Pour Fayol, la fonction administrative est beaucoup plus importante dans une entreprise. On peut également noter qu'il y a certaines fonctions qui ont été ignorées, par exemple la recherche-développement et la gestion des ressources humaines. Comme nous l'avons déjà vu, Fayol reconnaît 6 fonctions de l'entreprise. Il note que la fonction administrative ou la fonction managériale, elle est la plus importante pour lui. Il a défini 5 piliers du management. Prévoir, anticiper, planifier et faire des choix stratégiques. Organiser. Élaborer la structure humaine et matérielle de l'entreprise. Comment tirer le meilleur parti possible des ressources humaines de l'entreprise. Coordonner et harmoniser les activités des hommes. Et enfin, contrôler, vérifier la conformité des règles, mesurer l'écart entre les réalisations et les prévisions. Donc, Fayol, il est le premier à avoir défini le management. Il est le précurseur. Il est considéré même le père du management.
Pour Henri Fayol, le management, c'est les 5: prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler, que l'on peut regrouper PO 3 fois C, CCC. Fayol a émis 14 principes que nous citons ci-après brièvement. Le premier principe, c'est le principe de la division du travail, qui a pour conséquence la séparation des fonctions et la séparation des pouvoirs, ce qui va permettre d'améliorer le rendement des employés. L'autorité. L'autorité, c'est le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir. Donc, à côté de l'autorité statutaire, qui est due à la position hiérarchique qui est attribuée à la fonction, le chef doit disposer d'une autorité personnelle, une certaine qualité faite d'intelligence, de savoir, d'expérience, de valeur morale et de don de commandement. La discipline. Les employés doivent respecter les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. L'unité de commandement est un principe fondamental chez Fayol qui le distingue des autres auteurs. Par exemple, Taylor. L'unité de direction, un seul chef et un seul programme pour un ensemble d'opérations visant un même but. Le respect de ce principe est fondamental et ça permet de gagner en efficience et d'éviter les compétitions improductives. La subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. L'intérêt général doit primer par rapport à l'intérêt particulier des agents. La rémunération. La rémunération doit être suffisante et doit être équitable en comparaison avec les autres ouvriers ou les autres employés qui font le même travail. La centralisation. Le 8e principe, il faut trouver le meilleur compromis entre la centralisation du pouvoir et la décentralisation du pouvoir. Le respect de la voie hiérarchique est fondamental. Ce choix est imposé par le besoin d'une transmission assurée et par l'unité de commandement. L'ordre matériel et social. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Une place pour chaque personne et chaque personne à sa place. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et la chose qu'il faut à la place qu'il faut. Le principe d'équité et de bienveillance doit être respecté. Le principe de justice sociale au sein de l'entreprise. La stabilité du personnel. Henri Fayol est contre l'instabilité du personnel. Il préconise une gestion méthodique de la main-d'œuvre et on doit disposer d'un nombre suffisant de remplaçants pour pallier d'éventuels départs ou absences. L'initiative. Henri Fayol encourage l'initiative privée. Il dit qu'un chef qui sait donner de l'initiative à son personnel est infiniment supérieur à un autre qui ne le sait pas. L'unité de personnel. Henri Fayol est contre l'adage qui dit diviser pour mieux régner. On
doit créer une culture managériale basée sur la confiance, le travail d'équipe et l'harmonie. Les principes de Taylor et de Fayol se complètent, bien qu'ils divergent sur le principe de l'unité de commandement. Pour Taylor, l'ouvrier doit être soumis sous la supervision de plusieurs chefs, alors que Fayol préconise l'unité de commandement. L'ouvrier ne doit être commandé que par un et un seul chef. Et c'est la différence essentielle. Fayol a été le premier à élaborer une théorie de l'organisation à l'intention des dirigeants. Max Weber et l'organisation bureaucratique. Max Weber, né en 1864 et mort en 1920, sociologue et avocat allemand. Il a fait ses études à l'université de Berlin avant de devenir professeur d'économie politique. Il a publié plusieurs ouvrages. C'est surtout l'ouvrage Économie et société, publié en 1922, qui concerne le champ du management. Dans cet ouvrage, il est le premier auteur à avoir analysé le rôle du leader dans une organisation et à examiner comment et pourquoi les individus réagissent à des formes diverses d'autorité. Par exemple, il est le premier à utiliser le terme de charisme. L'apport majeur de Max Weber en relation avec le management est le fondement de l'autorité et du pouvoir dans les organisations. L'autorité et du pouvoir chez Max Weber dans les organisations. Le point de départ de Max Weber à la théorie de l'organisation réside dans une analyse des formes de gouvernance dans les organisations, en particulier comment les hommes gouvernent et arrivent à imposer une autorité et faire en sorte que la légitimité de celle-ci soit reconnue par tous. Max Weber définit l'autorité comme l'aptitude à faire observer volontairement les ordres qu'il distingue du pouvoir, l'aptitude à forcer l'obéissance. Pour cela, Max Weber définit 3 types d'autorité. L'autorité légitime à caractère rationnel et légal, de laquelle se rapproche le plus l'administration moderne, l'autorité traditionnelle et l'autorité charismatique. Comme nous l'avons vu, Max Weber distingue entre 3 formes d'autorité. L'autorité charismatique, elle repose sur les qualités personnelles et exceptionnelles d'un individu. Elle ne peut se transmettre car elle dépend exclusivement de sa personnalité. Exemple de personnes dotées d'une autorité charismatique, le prophète Sidna Mohammed, qui avait des qualités exceptionnelles. L'autorité traditionnelle. Cette autorité est liée à la personne qu'à la fonction. On peut la trouver dans les entreprises familiales où le nouveau leader se voit confier le pouvoir ou l'autorité par son prédécesseur. Enfin, l'autorité rationnelle ou légale. C'est une forme d'autorité qui est liée à la fonction exercée, qui confère le pouvoir à la personne. C'est une forme dominante dans les sociétés modernes. Elle repose sur des règles et des procédures
formalisée. Cette forme d'autorité, on peut la trouver dans les organisations bureaucratiques qui reposent sur des règles et des procédures écrites et impersonnelles. Les principes de l'organisation bureaucratique chez Max Weber. Il faut dire que l'organisation bureaucratique est basée sur des règles formelles. L'organisation est basée sur l'autorité rationnelle et légale, comme nous l'avons déjà vu. La structure hiérarchique et les compétences de chaque emploi sont clairement définies. Les rémunérations sont fixes et dépendent des responsabilités et du niveau hiérarchique. La discipline est stricte. L'avancement est déterminé par le supérieur hiérarchique. Une séparation entre l'emploi et la personne qui n'est pas propriétaire de son poste. Des règles écrites anticipent toutes les situations. Donc tout est formé.